Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivres.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Un soir, Lily et son grand frère Richard sont brusquement réveillés par leur père. Il faut faire ses affaires très vite et s'installer dans la voiture. Quelque temps après, ils se retrouvent au bas d'un gros appareil sur lequel est marqué Sabena. Le père donne des instructions à une dame au teint de porcelaine. La mère ne dit rien. Lily et Richard se retrouvent dans cet appareil étrange sans leurs parents. Lily avait 10 ans. Nous sommes au début des années 60. Lily vient de tout perdre. Elle ne reverra plus le Congo-Zaïre après très longtemps. C'est ainsi que commence l'histoire d'Amsoria, le premier roman de l'auteur Lilia Bongi. Amsoria est une fiction inspirée de la vie de l'auteur. La petite Lily est cabossée, remplie de silence et de rupture. Lilia Bongi, l'adulte et auteur, donne une voix à Lily. Mieux encore, elle fait entendre des voix intérieures de la petite fille, la rendant ainsi très touchante. On a envie de se battre pour elle et avec elle, quand elle est confiée à une famille d'accueil belge qui maltraite les enfants. On a envie de lui tenir la main quand elle va à l'école, encore un peu perdue dans ce nouveau monde où il n'y a que des blancs. On a envie de la prendre dans nos bras quand elle se rend seule à l'école, quand elle se sent seule et abandonnée. Par sa voix, on découvre aussi l'une des multiples facettes de la vie des gens au Congo-Zaïre au début des indépendances. Des vies fortement impactées par le christianisme. Amsoria est un très beau roman qui se lit d'une traite. Dans cet épisode, je reçois l'auteur Lilia Bongi, qui revient sur son enfance au Congo et aussi sur cette nouvelle vie dès l'âge de 10 ans après son départ brusque pour la Belgique. Amsoria est son premier livre et il a été publié en auto-édition. Lilia Bongi explique aussi quelles ont été les motivations de l'écriture de ce roman qu'elle a décidé d'écrire et de publier après avoir pris sa retraite. Ayant aussi expérimenté l'aventure de l'auto-édition, Lilia Bongi raconte comment elle a réussi à publier le livre, le distribuer et faire sa promotion. Très bonne écoute en compagnie de Lilia Bongi. Bonjour Lilia Bongi. Bonjour Assel et un tout grand merci pour l'invitation. C'est moi qui vous dis merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Le Salon du Livre. Oui. Aujourd'hui, vous êtes avec moi pour présenter votre premier livre qui s'appelle Amsoria. C'est bien cela, oui. Très bien. Alors, avant qu'on ne parle de Amsoria, je voudrais déjà savoir qui est Lilia Bongi. Eh bien voilà, je me présente. Je suis donc Lilia Bongi. Je suis née à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, il y a 65 ans. Mes parents sont du Bas-Congo. Et donc, j'ai vécu au Congo jusqu'à l'âge de 10 ans. Et à l'âge de 10 ans, j'ai été envoyée en Belgique par mon père qui avait décidé d'envoyer tous ses enfants faire leurs études en Europe. Et voilà, donc je vis en Belgique depuis l'âge de 10 ans.
très bien. Justement, le livre Amsoria raconte un peu même pas un peu, beaucoup, je dirais, votre parcours depuis la petite enfance, donc au Congo, jusqu'en Belgique. Hein. Avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je voudrais parler de la couverture qui m'a frappée. On a sur la couverture une toute petite fille qui, je suppose, est vous. Oui. Et le titre, c'est Amsoria. Moi, quand j'ai vu le livre, j'ai pensé qu'Amsoria, c'était le nom de la petite fille qui est sur la couverture, avant de lire. Hein. Et donc, quand j'ouvre le livre, je lis la préface, il y a une explication du mot Amsoria, que je trouve d'ailleurs très jolie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie, Amsoria? Amsoria vient de l'expression en anglais I'm sorry. Mm-hmm. Les Congolais ont entendu pour la première fois cette expression de la bouche des soldats, des casques bleus ghanéens venus au Congo via l'ONU dans les années 60. Les casques bleus ghanéens disaient « I'm sorry », les Congolais comprenaient « Amsoria » et le terme est resté. Donc, ces casques bleus-là sont arrivés donc, dans l'est du pays, mais le mot a voyagé et il est arrivé même jusqu'à Kinshasa où c'était les receveurs des bus qui disait Amsoria pour signifier au conducteur qu'il pouvait démarrer. OK. Donc, moi, pour mon livre, je cherchais un titre qui vienne de là-bas, qui vienne de la région. Mais je voulais quelque chose qui soit un petit peu qui me corresponde un petit peu dans ce qui est du métissage culturel, etc. Quelque chose d'universel, un mot qui soit court, qui soit joli à entendre, qui frappe les esprits. Oui. Et j'ai consulté un petit lexique écrit par un Congolais et quand je suis tombée sur ce mot-là, je me suis dit, ah voilà, ça c'est un mot qui me parle. Et donc, quand j'ai décidé d'écrire, j'ai ameuté toutes les personnes de ma famille, des amis, etc., pour leur dire que je faisais ce projet. Et j'ai une amie qui est interprète à la Commission européenne, à qui j'ai confié donc l'idée de ce mot-là, et elle m'a dit « garde-le ». Ce mot-là est très beau. Et c'est elle qui, finalement, a fait aussi qui a préparé la préface du livre. Ah d'accord, je confirme, c'est un très beau titre et il a aussi la qualité d'être simple comme vous avez dit, mais en même temps assez unique, donc on ne l'oublie pas. Vraiment, c'était bravo pour ce choix de titre. Et merci beaucoup. Il faut dire que le sens du mot derrière Amsoria est aussi en cohérence avec l'histoire qui est racontée dans le livre. Alors, quand j'ai commencé le livre, je me suis demandé si c'était une fiction ou une réalité. Puisque je vous ai aujourd'hui, je vous demande, est-ce que c'est une fiction ou une réalité? Ou alors un peu des deux. Est-ce que Amsoria, c'est votre histoire, mais de manière romancée? C'est exactement ça. En fait, dans un premier temps, j'ai décidé, comme ça fait 55 ans que j'habite en Belgique, j'ai fait ma vie ici, etc. J'ai 2 enfants, 2 petits-enfants d'ailleurs. Mais donc, je me suis rendu compte que mes enfants qui sont moitié africains, moitié européens, connaissaient très bien leur patrie de naissance, puisque... on n'a pratiquement jamais bougé d'ici, donc ils ont été scolarisés ici, etc. Et donc, ils connaissaient très bien l'Europe, mais finalement, de l'Afrique, ils ne connaissaient pas grand-chose. Et moi, n'ayant pas grandi, je ne l'ai pas raconté tout à l'heure, mais pour compléter un petit peu l'information sur ma trajectoire. Donc, je n'ai pas grandi avec mes parents. Mon père m'a envoyé en Belgique dans des familles belges
qui accueillait des enfants congolais, donc qui convenaient donc d'un accueil. Et finalement, j'ai passé toute ma vie dans cette famille d'accueil belge, donc je n'ai pas été confrontée à la culture africaine et à la culture congolaise du tout. Et donc, le propre de l'enfance fait qu'on grandit, on ne se pose pas de questions. Et donc, je n'ai pas eu cette sensibilité-là et je dois avouer que je n'ai pas transmis à mes enfants cette partie africaine qui leur manquait un petit peu dans leur équilibre. Et au moment où je suis partie à la retraite, après une quarantaine d'années de travail, au moment de mon départ à la retraite, je me suis dit, les petits-enfants s'annonçant, la plus âgée venait de naître, je me suis dit qu'il était temps que je transmette à mes enfants leur histoire maternelle. C'est donc dans un premier temps, je me suis contentée d'écrire une autobiographie, je dirais, vraiment en respectant la ligne du temps, donc de manière plate et linéaire, en donnant simplement les éléments importants pour qu'ils puissent se retrouver, etc., et retrouver le nom des membres de la famille lorsqu'ils consulteront le document. Ça, c'était dans un premier temps. Et puis, j'ai soumis ce texte à mes enfants qui ont été très émus et qui ont appris énormément de choses. Donc, il était vraiment nécessaire ce travail. Et je l'ai aussi soumis à d'autres personnes, des amis, etc. Et tous m'ont dit, ce texte, il est important pour tes enfants, mais il a une portée beaucoup plus importante encore. Il y a des choses qui sont de l'ordre du témoignage et qui méritent vraiment d'être connues. Et je me suis dit, pourquoi pas. Bien sûr, on doute un petit peu de l'intérêt que pourrait avoir le lecteur lambda pour une personne, pour la vie d'une personne. Sur son histoire personnelle. Voilà, sur son histoire personnelle, qui est-on, etc. Et, mais l'idée de faire connaître cette histoire, l'insistance de ma famille m'a confortée dans cette idée d'aller plus loin, et c'est alors que j'ai décidé que la seule condition était de rendre cette autobiographie, d'en faire un roman pour qu'il contienne tous les ingrédients d'un bon roman. D'un bon roman, voilà. Oui. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je dois dire qu'il est vraiment réussi. Je m'en serais voulu de passer à côté d'un si beau livre. Il est très bien écrit. Il a été fait en auto-édition, mais la mise en forme, elle est excellente. Le récit, il est bien structuré. On le lit facilement, rapidement, mais ça garde une certaine qualité d'écriture. Quand j'ai commencé le premier chapitre, alors, il est très réussi, le premier chapitre. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas ce que les lecteurs diront, parce que je trouve que le premier chapitre est décisif pour la suite de la lecture. Pour moi, le premier chapitre, il a tous les ingrédients qu'un premier chapitre devrait avoir. C'est-à-dire qu'on rentre directement dans l'action, il y a du mystère, on se pose une question, et vous avez réussi à susciter l'envie d'en savoir un peu plus et de se demander, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, déjà ça, c'est pas facile à faire quand on écrit. Et c'est ça qui nous fait tourner les pages pour découvrir, pour comprendre. C'est vraiment réussi. Bravo pour ce livre. Merci beaucoup. J'avais vraiment pris conscience dès le départ qu'il fallait que je relève ce défi pour rendre mon histoire attirante et il fallait vraiment que moi je suis passionnée de livres policiers et quand il y a des intrigues
Et donc, j'ai voulu un peu rendre ça dans ma façon de présenter l'histoire, de créer du suspense et d'ajouter des éléments intrigants qui font qu'on a envie de tourner la page. Et donc, j'avais déjà... Je pense que j'ai vécu les scènes, je les voyais. Je pense que c'est la meilleure manière pour rendre quelque chose vivant, c'est de voir l'action se dérouler devant soi et de la retranscrire sur papier. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Oui. Justement, dans ce premier chapitre, c'est les conditions de départ, de votre départ du Congo. Comme vous avez dit dans votre présentation, vous avez quitté le Congo à l'âge de 10 ans. Oui. Mais c'était un départ, je dirais, assez violent. Ça, je peux le raconter sans que ce ne soit toute l'histoire du livre. Oui. Comment vous avez vécu personnellement ce départ du Congo à l'âge de 10 ans, sans aucune explication, du jour au lendemain, vous devez partir? Je pense que pour comprendre ce qui s'est passé, le manque d'explication, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Nous sommes dans les années 60. On n'est pas loin de la colonisation. Donc l'organisation, je pense, familiale et traditionnelle est dans la modernité. J'avais un père qui est un évolué, comme on disait à l'époque. Et donc, c'est quelqu'un qui s'en sort sur le plan social. C'est quelqu'un de très ambitieux qui a eu la chance d'avoir de l'instruction. Il a été élevé par une femme, comment on les appelle encore, je ne sais plus le nom, une religieuse, en tout cas américaine, en fait. Et c'est quelqu'un dont l'ambition est très, très forte, mais quelqu'un qui n'explique rien. Ça, c'est l'éducation qu'on a dès le départ. Donc, ça peut sembler assez brutal pour nous en Occident aujourd'hui, mais en fait, j'ai l'impression que les parents ne s'expliquent pas beaucoup par rapport aux enfants en Afrique, en tout cas dans ce type de rapport avec un père très autoritaire. Il prenait des décisions, il les imposait, il ne se justifiait jamais. Et donc, je suppose qu'il y a dû avoir un dialogue entre lui et ma mère. En fait, je me suis mise dans la peau de la petite fille que j'étais et de la non-connaissance. Aujourd'hui, je peux te donner des explications sur ce qui se passait, mais dans l'histoire, je demande au lecteur d'être à côté de moi à tout moment de l'histoire et de ne pas en savoir plus ni moins que moi. Donc, on est vraiment l'un à côté de l'autre et on n'a aucune explication à donner parce qu'on n'en a pas, mais on ne se pose pas les questions qu'aujourd'hui on pourrait se poser. C'est une petite fille de 10 ans qui raconte, donc elle ne se pose pas des questions d'adulte. C'est vraiment c'est raconté à la forme du jeu et on est aux côtés de cette petite fille que je dirais très, très attachante et on a envie de l'aider par moments. On a envie de la faire sortir des situations impossibles dans lesquelles elle se retrouve. Et vous avez évoqué le silence, le silence de votre père, et en général, il est le symbole d'une génération. Absolument. Et donc, comme je disais, le premier chapitre, c'est votre départ, c'est la rupture, c'est la déchirure. Vous quittez le cocon familial et vous allez en Belgique. Et votre vie est succédée de ruptures, de différentes natures, mais parfois très violentes, émotionnellement parlant. Et ces ruptures-là sont toujours enveloppées d'un silence. On n'explique pas.
On ne dit pas pourquoi. On le fait, tout simplement, et c'est comme ça. Mais le silence le plus criant, je dirais, c'est celui de la mère. Oui. Je pense au pied de l'avion. Il commence justement, là déjà. Justement, j'allais en venir parce que voilà, okay. Vous m'avez un peu devancé. Moi, je pourrais citer des dizaines et des dizaines de situations où on retrouve ce silence pesant. Et même en accompagnant la petite fille qui s'appelle Lily, on a envie de parler à sa place et de dire mais c'est pas possible, demande pourquoi, mais fais quelque chose. Et donc, moi, le premier silence, c'était déjà quand, avec votre frère, on vous fait partir du Congo sans explication. Et juste le deuxième silence, comme vous l'avez expliqué, c'est votre mère qui est au pied de l'avion, qui vous voit partir. Et à l'arrivée en Belgique, le silence de votre frère, le silence tous les adultes que vous allez rencontrer sur votre chemin, c'est toujours des silences. On vous met devant le fait accompli. Oui. Et voilà, vous devez accepter les choses comme ça. Et même, il y a une situation qui m'a tellement touchée. Alors, vous êtes en classe, en salle de classe, et votre père vous rend visite après un moment. Vous êtes déjà en Belgique. Oui. Et c'est à peine s'il vous parle. Et il y a encore ce silence-là. Mais je dis, mais c'est pas possible. mais comment une petite fille... Alors, si on veut rentrer dans la peau de Lily, mais comment une petite fille peut gérer autant de ruptures, de déchirures, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est pour ça que je pense que c'est bien que j'ai introduit par ce départ-là, parce qu'après on fait le flashback pour expliquer la vie de mon père et de ma mère un peu plus loin. Et je pense que le silence, il peut remonter aussi même avant. Les raisons de ces situations, de ces silences, remontent avant la naissance même des enfants. Oui. Parce que déjà, la manière dont ma mère devient l'épouse de mon père est déjà quelque chose de révoltant en soi, on va dire. Tout à fait. Tout à fait. Donc, oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, quand le lecteur ne comprend pas, alors je l'aide un petit peu en lui permettant ce flashback où on va apprendre énormément par rapport au contexte qui amène à ces situations heureuses sur le plan intellectuel, mais malheureuses sur le plan personnel, sur le plan du déracinement, sur le plan de la perte d'identité, bien sûr. Et effectivement, dans les transitions entre le présent et le passé, moi j'aime beaucoup, bon, je suis un peu aussi attachée au style quand on écrit, j'aime beaucoup la manière dont vous utilisez certaines situations pour faire justement ces flashbacks-là. Je les trouve très subtils. Donc, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que je suis dans le passé ou le présent maintenant. C'est fait de manière très intelligente et très subtile. J'ai beaucoup aimé ça. Et justement, quand on va regarder l'histoire de votre mère, à un moment, je me suis demandé si la déchirure, si la séparation n'est pas quelque chose d'héréditaire, parce que quand on remonte, on se rend compte qu'il y a des déchirures comme ça, de mère en fille, carrément. Oui. Comme on le voit, ma grand-mère est d'une condition très modeste, une femme seule avec ses enfants, beaucoup d'enfants. Donc, elle sacrifie l'aîné finalement quelque part. En fait, le contexte fait que pour ne pas se retrouver à la tête d'une famille encore plus nombreuse en laissant les filles revenir enceinte, faire des enfants, etc. On se doute que peut-être, vu sa condition, c'est encore une fois des suppositions, parce que quelque part, elle aussi, elle veut le bien de son enfant en la confiant à quelqu'un
qui lui promet un avenir qui devrait être formidable pour sa fille, alors que ce n'est pas le choix que cet enfant veut faire, parce que l'enfant ne veut qu'une seule chose, c'est être à côté de sa mère, elle ne demande rien de plus en fait. Tout à fait. Tout à fait. Comme moi, plus tard, c'est peut-être un peu ça aussi que je vis avec ce déchirement-là. Le fait qu'elle me laisse partir, elle reproduit dans un autre contexte quelque chose qu'elle a subi aussi un petit peu, il me semble. Tout à fait. Et quand vous arrivez en Belgique, vous arrivez dans une famille d'accueil, comme vous avez dit, mais très dure. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment ça s'est passé, les débuts dans cette famille? En fait, il y a deux familles. La première famille, c'est une famille du sud de la Belgique, de la région des Charbonnages, etc. C'est un couple de Flamands misérables qui ont immigré là-bas quand la période dans le nord du pays était tellement difficile qu'ils allaient tous travailler dans les mines. Et ces Flamands, pour pouvoir joindre les deux bouts, comme on dit, et puis pour pouvoir retourner chez eux parce qu'ils n'ont jamais été acceptés dans le sud du pays où ils sont ostracisés, ils décident, mais je n'ai pas l'explication, je ne comprends pas, je n'ai pas compris comment la rencontre de la recherche du père d'une famille pour placer ses enfants, comment cette rencontre s'est faite, bien que je devine que ça doit être autour de l'église, des prêtres ou des pasteurs, etc. C'est beaucoup l'église qui servait d'intermédiaire, je pense, à ce genre d'arrangement. Et parce que c'est vraiment une famille qui n'a absolument rien du tout de recommandable sur le plan de l'éducation d'enfants. Donc, les conditions de vie sont très dures, sont très misérables. Ils ont pris chez eux 9 enfants dont ils ne s'occupent pas. Et voilà, donc la chance fera que, lors de la visite d'un des parents d'autres enfants, la petite fille en tout cas aura l'occasion de demander que ces parents-là préviennent le père en Afrique qui a un problème en Belgique. Et ce qu'on suppose qui aura été fait, mais on n'en saura toujours rien. Mais vous pensez qu'il y avait un système un peu organisé comme ça par l'Église de faire venir des enfants d'Afrique, et en particulier du Congo, et de les placer dans des familles d'accueil en Belgique? Moi, je pense que certains Congolais, en tout cas cette élite-là, idéalisaient un petit peu la métropole et pensaient que il n'y a rien de mieux, il n'y a que du bien en Europe et qu'il n'y a rien de mieux que la Belgique. Et donc, je pense qu'il y avait une certaine naïveté de croire qu'il n'y avait rien de pas bien qui pouvait se passer là-bas, une fois que les enfants étaient là-bas. Et je pense que si ce n'était pas vraiment organisé, en tout cas, de part et d'autre, du côté des parents africains qui s'en sortaient bien matériellement, c'était l'ambition, comme aujourd'hui on envoie ses enfants faire les études aux États-Unis. C'était une manière des personnes qui avaient réussi, qui étaient aisées, de faire un choix du meilleur pour leurs enfants sur le plan de l'éducation, ça c'est certain. Et je pense qu'il y a eu mais je n'ai pas eu beaucoup de réactions, de retours dans ce sens-là pour me le confirmer ou pas. Mais déjà, nous étions 3 fratries différentes dans cette maison-là. Je pense que c'était quand même assez courant. Mais je ne sais pas. L'histoire aussi, elle est certes personnelle, mais je pense qu'elle peut aussi être prise comme un prétexte pour avoir un autre regard sur la vie des gens dans la période
pré- et post-indépendance. Est-ce que vous pensez que c'est juste d'interpréter cette histoire aussi comme ça? Absolument, c'est la raison pour laquelle on a tant insisté pour que je rende cette histoire, je la diffuse de manière plus ample, parce que justement, c'est un regard sur la Belgique et le Congo dans leurs relations coloniales avant et après. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est un point de vue très juste. Et quand vous avez commencé à écrire ce roman, je suppose que vous avez dû replonger dans des souvenirs parfois douloureux, bien que vous ayez déjà écrit votre histoire, que vous avez confiée à vos enfants. Mais est-ce que l'écriture de ce roman a été difficile? C'était une torture. Oh. Oui. Je dois avouer que c'était une torture parce que quand je me suis mise à cette écriture, je pense que c'est un livre qui devait être écrit. Parce que lorsque j'ai décidé donc de commencer par l'autobiographie, c'était aussi une manière de justifier. Je suis partie à la retraite j'ai décidé de partir à la retraite à l'âge de 60 ans. Et tout le monde me disait, mais tu es en forme, tout va bien, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je disais, pour avoir un petit peu la paix, et tout en me disant que je n'ai pas à me justifier, ça faisait 40 ans que je travaillais, donc je n'avais pas à justifier ma date de départ. Je disais, oui, je vais écrire. Et puis, je ne sais pas ce qui se serait passé si, en traversant la rue, je ne m'étais pas étalée à cause du rebord du trottoir, et je me suis retrouvée avec une fracture du genou qui m'a laissée immobilisée pendant plusieurs jours, quelques semaines, la jambe tendue, je ne pouvais pas bouger. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu une peur du destin que si je n'étais pas immobilisée, j'allais peut-être trouver une excuse pour ne pas mettre en œuvre mon projet. Ça, c'est ce que je raconte par la suite, parce que donc je me souviens que j'étais la jambe allongée, immobilisée, et les 100 premières pages, je les ai écrites d'une traite, mais je ne les ai pas écrites en réfléchissant. J'ai laissé juste l'émotion. Quand je dis écrire, c'est taper, je tape à la machine très très vite, pratiquement aussi vite que je parle. Et donc, je crois que mes doigts tapaient sans que je regarde le clavier, et que les mouchoirs s'usaient par paquet à côté. Voilà comment commencer l'écriture. Mais ce qui est très bien, parce que l'émotion a été fraîche, était vraiment comme si ce que je vivais, je l'ai vraiment revécu dans ma chair, dans mon cœur et dans ma tête. Donc c'était vraiment l'émotion pure. Ça, c'était le premier jet. Et puis après, ce matériel-là était tellement beau qu'après, on le préserve, et puis on le travaille, on travaille tout autour, etc. Ça, il faut faire une œuvre d'art avec tout ça. Donc oui, l'émotion est là de la première ligne à la dernière. Oui. Est-ce qu'en écrivant, vous avez eu envie de retourner vers certaines personnes pour leur poser des questions, pour avoir des réponses, pour avoir des précisions, pour essayer de mieux comprendre les choses que vous n'avez peut-être pas comprises jusque-là? C'est une tentation. Quand j'ai essayé 2-3 petites choses. J'ai essayé 2-3 petites choses, mais je pense qu'il fallait laisser le souvenir intact pour que tout soit au même niveau. Pour qu'il n'y ait pas trop de précision quelque part, et puis à partir du moment où j'ai décidé que c'était un roman,
l'objectif et le subjectif pouvaient se côtoyer au gré du roman ou au gré de ma fantaisie. Tout n'est pas de manière millimétrée, heureusement, indiqué là. Il y a des choses pires qui n'ont pas été mentionnées. Et puis, il y a aussi parfois des... oui, on fait un choix puisqu'on a une ligne de conduite bien précise et un objectif... Enfin, un objectif pas parce que finalement, je n'ai su que très tard ce que je voulais dire dans ce roman. Parce qu'après, il faut trouver... un fil conducteur et celui-là, il a été très, très, très difficile à trouver. Donc, dans un premier temps, j'ai d'abord... vous savez, au départ, j'avais 600 pages. Waouh! Et là, il est à 320 pages. Hein? Oui, donc, voilà, exactement. Tout le monde m'a dit, Lilia, faut que tu te prends. Qu'est-ce qui aura envie de lire tes 600 pages? Mais ça se lit très vite. Ça se lit très vite. Donc, oui, voilà. Donc, il y a des choses qui étaient beaucoup plus alimentées dans... Voilà, c'est ça aussi le fait de se dire... je mets d'abord tout sur la table et puis après j'essaierai d'en faire quelque chose de plus concis et de plus cohérent. Donc c'est un travail, surtout que je n'avais pas de méthode. Hein. Moi je fonctionne beaucoup dans l'émotion et c'est comme ça que je sentais qu'il... donc c'était très 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 brouillon. En tout cas, j'ai pas de conseils à donner. Il faut surtout pas me demander de conseils sur la manière d'écrire parce que justement, moi j'allais vous demander si vous aviez pris des cours d'écriture avant, parce que mais vraiment c'est très bien écrit. Je peux pas dire plus que ça. C'est très très bien écrit. Donc moi je me suis dit mais sûrement elle a fait un travail avant d'apprendre à écrire, la construction de l'histoire, de l'intrigue, les transitions, comme je le disais plus tôt, très très réussi, vraiment. Et je n'ai pas pris de cours d'écriture parce que de toute façon, c'est une aventure qui a évolué. Donc, et je suis assez... J'aime bien le côté autodidacte, j'aime bien le côté s'écouter. Je n'avais rien à prouver, j'avais rien à... Donc, je n'avais pas de défi, je n'avais pas l'intention de devenir écrivaine, j'avais juste l'intention de raconter ça. Et puis après, c'est vrai qu'avec les retours maintenant, j'ai été agréablement surprise du succès et des retours que j'avais, mais c'était vraiment très modestement que je me suis lancée dans cette histoire. Et donc, c'est aujourd'hui que je fais des réflexions plus approfondies. Et la conversation que nous avons maintenant, c'est la première conversation vraiment approfondie que j'ai au sujet de ce livre. Oui. Merci pour la primeur. Oui, c'est vraiment... c'est pour ça que je suis un peu émotionnée. Je ne sais pas trop quoi dire. Parce que beaucoup de gens me disent, beaucoup de personnes me disent, on a adoré, c'est magnifique. On a commencé à le lire à minuit, on l'a terminé à 6 heures du matin. Oui, tout à fait. Voilà, donc tout ça j'ai. Mais je n'ai pas le détail, donc je n'ai aucun retour en fait bien précis parce que j'ai laissé tellement de choses sous-entendues et j'ai tellement voulu qu'on m'accompagne un moment, que le lecteur m'accompagne un moment et le laisser. Qu'est-ce que vous auriez fait vous à ma place? Voilà ce que j'ai laissé comme espace de liberté, je pense, et pas être dans le jugement, mais tout à fait. Chacun est à même, et j'ai des réactions parfois comme ça, il y a des gens qui me disent mais ne t'inquiète pas, ton papa t'aimait. Oui, mais ton papa, je l'ai détesté. Et puis je me tais, moi je ne dis jamais rien, je ne réponds pas parce que c'est le papa de chacun. Je pense que c'est tellement bien écrit qu'on oublie que c'est un roman aussi, parce qu'il faut le dire, hein, c'est un roman. Oui. Voilà, c'est pas votre histoire au millimètre près. Non. Voilà, c'est un roman. Non, j'ai eu un reproche d'une personne qui m'a dit attends,
cette personne-là n'était pas décédée, tu n'as pas parlé d'une telle personne, pourquoi tu n'as pas mentionné ça? Je dis, mais le titre, c'est roman, c'est pas... Voilà, moi, j'ai pas voulu... L'autobiographie, elle est là, elle est pour mes enfants. Ce qu'ils doivent savoir, ils savent. Après, moi, il fallait que je m'amuse et puis il fallait que je sois intéressante. Sinon, ma date de naissance, la date de naissance de mes parents, la liste de noms de mes tantes et de mes oncles, je ne pense pas que ça aurait passionné le lecteur. Donc, quand vous avez terminé le manuscrit, est-ce que vous avez envoyé à des maisons d'édition? Parce que là, il est en auto-édition et que je trouve ça très, très bien. Est-ce que vous avez envoyé à des maisons d'édition votre manuscrit? Alors, d'abord, il y a eu toutes sortes de conseils tout autour de moi. Sans éditeur, on n'est rien. Les éditeurs, ce sont des professionnels, donc ils savent, ils ont des équipes, etc. Les personnes qui ont corrigé m'ont d'ailleurs déjà trouvé déjà que le livre était tellement bien, avaient déjà envoyé une note à des éditeurs pour qu'on me prenne, etc. Donc, je pense que si j'avais voulu trouver un éditeur, j'en aurais trouvé un. Mais à partir du moment où c'est une histoire personnelle, à partir du moment où moi, je venais de prendre ma retraite, où j'avais du temps, à partir du moment où mes enfants, ma fille et d'ailleurs, c'est elle qui vous a contacté parce que c'est un manager hors pair. Donc elle a réussi. Elle a réussi, donc oui, là vraiment. Donc avec ma fille et mon fils qui est historien, ma fille juriste, etc., on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Vous avez une équipe formidable. Et moi, j'avais du temps. J'ai mis 3 ans pour écrire ce livre. Et encore maintenant, j'ai du temps. C'est le bébé de la famille, le dernier-né. Et donc, tout le monde le soigne. Et magnifique. Donc, je n'ai pas voulu du tout. Je n'ai rien contre les éditeurs, mais je voulais tenter l'aventure jusqu'au bout et je ne voulais pas, de compromis, je ne voulais pas que pour des raisons commerciales ou de mettre le livre dans le sens de l'éditeur, etc., on bouge quoi que ce soit. Je n'étais pas prête à faire de concessions, donc ça ne servait à rien que j'aille chercher des personnes avec qui me disputer. Donc j'ai préféré... tenter cette aventure-là, et c'était une seconde aventure Mais racontez-moi un peu cette aventure. Moi, je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir comment elle s'est déroulée. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce que c'était pour vous quelque chose, au final, où vous avez dit ça valait la peine? Oui, l'auto-édition, c'est la première chose, je pense, la plus importante qu'il faut dire, c'est qu'il faut, sans savoir combien ça coûte de s'auto-éditer, il faut quand même avoir déjà une petite somme de côté, sinon il faudra alors organiser soit que quelqu'un nous aide personnellement, ou bien alors faire du crowdfunding. Ça, je n'y connaissais rien, je n'avais pas envie de faire ça, j'avais une petite somme de côté, ça, je pense que ça, c'est important, tout en n'étant pas sûr que ce serait suffisant. Mais comme on est son propre maître, il n'y a aucune contrainte. Il n'y a aucun délai non plus. Tout à fait. Et comme c'est un travail familial, même si il n'y a pas de livre vendu, l'objectif est atteint. Donc ça, c'est déjà la chose la plus importante. Et puis, sur le net, on trouve déjà beaucoup. Et puis, je suis tout à fait... donc, d'abord, je suis bien entourée de mes 2 enfants, puisque, par exemple, mon fils, il a fait toutes les recherches, en tout cas, les vérifications historiques pour que
quand je mentionnais un élément, puisque c'est beaucoup dans des souvenirs, il faut que quelqu'un aille vérifier que ça concorde bien pour ne pas qu'on me... Voilà. Que ce soit cohérent avec l'époque aussi. Que ce soit cohérent avec l'époque. Et puis, parce que parfois on mélange, il y a des choses, parfois je me disais ce que j'ai vécu, ça, ou ce que j'ai rêvé, ce que j'ai entendu parler. Donc il fallait... Voilà. Et puis après, quand on veut rajouter un peu de subjectif à tout ça, il faut être très prudent pour que si mon livre un jour doit être une référence pour des étudiants, il faut que quand même les faits historiques soient concordants. Tout à fait. Donc, ma fille qui elle est juriste, mais elle a aussi un côté créateur, elle a aussi un côté aventurier, etc. Et donc, ensemble, en tout cas, beaucoup avec elle, nous avons travaillé sur cette auto-édition. Donc, il fallait d'abord trouver des relecteurs-correcteurs. Ça, c'est la première chose, des choses. Et puis, il faut... ça, c'est aussi une aventure, une question de chance. Il faut savoir aussi... J'ai l'impression que tout ce qui est professionnel... Les bons sont déjà casés dans des maisons d'édition. Oui. Donc, il faut trouver, et soit dans les personnes qu'on connaît, soit dans celles qui sont disponibles, ou dans les personnes qui sont indépendantes, qui travaillent pour elles-mêmes. Il faut tomber sur le bon expert. Ça, c'est pas facile. Moi, déjà, avec mes enfants, on a un certain niveau qualité d'écriture, mais ceux qui en ont un peu moins, il faut connaître ses points forts et ses points faibles pour savoir lesquels doivent être externalisés. Tout à fait. Donc, donc, il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de volonté, savoir ce qu'on veut, mais beaucoup d'humilité. Il faut savoir que c'est l'objectif qui compte et pas son ego. Et là où on a une faiblesse, en tout cas, la reconnaître et faire tout pour pallier à cette faiblesse. Donc, la qualité du document de base, le titre, la préface, je ne connaissais personne qui est une notoriété et qui aurait pu un petit peu la mettre au service d'une préface qui aurait attiré l'attention. N'étant pas du milieu, je ne connaissais pas, mais j'ai cette amie qui est une femme brillante qui m'a fait cette préface, et pour rien au monde, j'aurais voulu que quelqu'un d'autre la fasse après coup. Voilà, et puis il y a donc aussi les couvertures. Je ne sais pas si on en parle déjà maintenant, mais ça aussi, c'est un... voilà, donc j'ai lu sur le net les conditions d'une bonne couverture. Donc, il faut déjà avoir sa propre idée. Même si on ne la fait pas soi-même, il faut savoir ce qu'on veut, parce qu'on va devoir faire appel à un graphiste, mais qui n'est pas... Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que mon graphiste, ce n'est pas son métier que de faire des couvertures. Donc, heureusement pour lui, je suis arrivée avec ma photo. Donc, moi, il me fallait cette photo-là. En fait, c'est une photo où nous sommes 4 sur... Vous l'avez certainement lu dans le livre. Nous sommes 4 sur cette photo. Et ce que je voulais, c'est que mon texte n'engage que moi, puisque c'est une interprétation... c'est une interprétation, je ne voulais pas parler au nom de tous. Et je voulais aussi que ce soit une couverture qui raconte déjà beaucoup. J'ai le sentiment que avec la première de couverture et la quatrième de couverture, presque toute l'histoire est racontée. Mais je dirais que non. Elle n'est pas racontée, toute l'histoire n'est pas racontée. Elle donne envie d'en savoir plus, la couverture. Ah oui, d'accord. Oui. Okay. Parce que je ne voudrais pas que les gens se disent qu'une fois qu'ils ont lu la quatrième de couverture, c'est terminé, le livre est bon. Non, il faut aller le lire, le livre. Oui. Et si vous permettez,
Oui. Je vais lire la 4e de couverture. D'accord. Très bonne idée. Durant la colonisation, tout a réussi à mon père. Combattant pour ses droits, il a été le premier à imposer que ses enfants soient assis sur les mêmes bancs que ceux des élèves blancs dans des écoles de Léopoldville, jusqu'alors interdites d'accès aux Congolais. Sur la photo, je porte la robe que ma mère m'a confectionnée. Si les mots sont placés à l'envers, c'est parce que maman ne sait pas lire. Un soir de 1966, mes parents nous ont emmenés, mon frère et moi, à l'aéroport de Njili. Sur le tarmac, il y avait un avion immense sur lequel on pouvait lire Sabena. Papa nous a fait monter à bord. L'appareil s'est envolé et j'ai tout perdu. Voilà. Ça, c'était la 4e de couverture. Ouais, voilà. Mais justement, comme je disais tout à l'heure, là aussi, j'ai cherché quelqu'un pendant longtemps pour me faire cette 4e de couverture parce que je n'arrivais pas à comprendre comment la faire. Mm-hmm. Et finalement, je trouvais que c'était un bon compromis avec la première de couverture. Oui. Oui, ça correspond au livre, hein. La petite fille et sa fameuse robe. Oui. J'ai tellement ri quand surtout quand elle dit qu'elle pouvait regarder, elle pouvait lire de haut là. Je la voyais la petite fille, et moi ça me faisait rire. Et elle était toute contente, elle tournait sa robe. Donc c'est une robe que sa mère avait cousue et qu'elle adorait particulièrement. Donc la photo, moi je trouve que elle convient au récit, surtout que c'est une photo noir et blanc, vieillie. Donc on est dans le souvenir, on est dans le passé, mais on voit cette petite fille-là. Moi, je trouve que c'est très réussi. Et c'est très joli aussi, la petite craquelure là sur le coin droit de la photo, parce que, donc c'est ça aussi, au départ, on avait enlevé tous ces défauts. Mm-hmm. Et puis, on avait présenté la couverture comme ça. Et puis, je dis à mon graphiste, non, il faut justement laisser tous ces détails-là parce que c'est ça qui fait l'originalité de la photo, l'âme de la photo. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, vous imaginez les allers-retours, il y a eu 150 000 versions différentes de cette couverture. Et pour finir, c'est la version la plus simple et la plus naturelle qui a obtenu l'unanimité du graphiste de ma fille et de moi-même à la fin. Donc, on est très, très, très contents de cette... C'est un beau produit. Et comment se passe la promotion alors? Parce qu'en auto-édition, on est son propre boss, hein? Donc on gère tout. Donc, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Comment se passe la promotion, le marketing et tout ça? Naturellement, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, donc ma fille s'est empressée de me construire un site www.amsoria.com. Je l'ai vu. Ça, c'était l'outil de base. Oui, déjà, je dois souligner que vous êtes... c'est très rare de trouver une auteure noire, afrodescendante, qui a un site Internet. En général, les auteurs ne créent pas de site Internet. Je ne comprends pas pourquoi. Et pourtant, c'est un élément essentiel dans la promotion du livre. Donc, je l'ai en face de moi. Votre site, il est très bien fait. Voilà. Donc ça, c'est une œuvre de ma fille. En fait, moi, je suis de la génération site Internet aussi, 65 ans. Moi, j'ai travaillé dans l'administratif, j'ai travaillé pendant 25 ans à la Commission européenne. Et donc tout ce que j'ai appris sur le plan administratif, etc., a été très utile. Et donc, tout ce qui est Facebook, Instagram, etc., ça, c'est vraiment nouveau. J'ai eu ma première... c'est mon entrée en matière grâce à ce livre-là. Donc, on a commencé par le site parce que c'est avec le site que j'étais le plus à l'aise, le plus familiarisé. Et puis...
ma fille a créé donc la page Facebook Lilia Bongui. Et puis, elle a créé aussi l'Instagram @amsoria_edition et je suis aussi sur LinkedIn. Donc, point de vue Internet, c'était créé. Alors, le plus dur, mais rien ne me fait peur. Ouvrir la porte des libraires et rentrer proposer mon livre aux librairies est une activité que je fais pendant des jours et des jours. Donc, ça, c'est aussi une démarche que personne n'aurait fait à ma place. Tout à fait. Donc voilà. Et il y a eu des bons contacts quand même. Est-ce qu'il y a des belles choses qui se sont créées? Magnifique, magnifique. Le livre est maintenant dans une trentaine de librairies à Bruxelles. Excellent. Je n'ai eu qu'un seul refus d'une librairie qui ne prenait pas de livres auto-édités. D'accord. Voilà. Mais il y a de la place, dans d'autres librairies. Ça, je trouve que c'est magnifique quand on voit le résultat des efforts que vous avez aussi. Oui. Mais vous savez, quand on rentre dans une librairie avec le livre et qu'on le propose et qu'on dit qu'on est l'auteur et qu'on est noir, c'est compliqué. Il se passe quelque chose de l'ordre de l'admiration. Je dirais, oui. D'accord. Oui. Voilà, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, mais alors on regarde, on retourne, etc. On voit que c'est très bien fait. Oui. Et en plus, moi, je viens juste le déposer, je ne viens pas vendre. C'est un dépôt que je propose. Donc, ça n'engage en rien la librairie. La librairie. Et parfois, on le prend en disant, bon, j'en prends 1 ou 2, ou j'en prends 3 ou 4, après on verra bien et on cherche. D'abord, je regarde la vitrine pour voir s'il y a un coin où on pourrait déjà demander si on peut le déposer là. Donc, quand vous arrivez, vous pointez déjà du doigt. Voilà, exactement, un petit coin. Et puis, j'attends qu'il n'y ait pas trop de monde autour du libraire pour le moment opportun pour entrer, pour attirer son attention et qui ne trouve pas une excuse pour dire que je dois servir les clients. Donc, il y a eu comme ça une petite manœuvre, une petite mise en scène à mettre en place, mais ça fonctionnait bien. Donc, mais il faut dire aussi que j'ai eu la chance que les librairies étaient ouvertes pendant le confinement, parce que c'était à ce moment-là que ça s'est passé, et qu'il ne se passait pas grand-chose. Tout le reste était un peu tristouné, un peu mort, j'allais dire. C'est le seul secteur qui est resté ouvert. Et pour entrer en matière, je trouve que pour moi, c'était même favorable, parce que ça m'a permis de me présenter sur la scène du livre avec la modestie qu'impliquait non pas ma situation, mais la situation générale qui régnait à ce moment-là. Et donc, pour démarrer, c'était très, très bien. Et alors, j'ai eu un jeune homme un jeune universitaire qui a lu mon livre et qui s'est vraiment pris de passion pour ce livre et qui m'a aidé aussi à faire la distribution de ce livre. Et nous sommes allés aussi à Paris faire le même exercice à deux. Wow. Et ça, c'est aussi dans les belles librairies de Paris. Et puis, j'ai oublié de mentionner aussi tout à l'heure que le livre est sur Amazon, tant sur la version livre que sur la version numérique, digitale. Voilà. Donc, on est vraiment... Et je vois que même sur ce support-là,
ça fonctionne pas mal aussi, ça démarre. Excellent. Et donc, le porte-à-porte des librairies, oui, ça c'est un exercice qu'il faut absolument faire parce que de toute façon, aucun distributeur ne sera intéressé à prendre un petit auto-édité là comme ça. Et oui, c'est un premier roman en plus, un premier encore faire ses preuves et tout. Oui. Donc, j'ai essayé parce que des personnes m'ont dit, essaye quand même, tu vas pas passer ton temps à faire toutes les librairies. Je dis oui, dans un premier temps, il y a rien à faire, après on verra bien. Et voilà, donc je sais que là, ça n'intéresse pas les distributeurs. Donc, mais par contre, on pourrait éventuellement commander votre livre dans une librairie, mais ça, c'est à la demande. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, absolument. Il y a 2 librairies qui le font, pas toutes. Okay. Parce que c'est beaucoup trop cher. Si c'est le libraire, ce que je fais, c'est dire à la personne qui questionne où est-ce qu'on peut l'avoir, je le mets en contact avec le ou les 2 libraires qui le vendent par correspondance. D'accord. Oui. Okay. Oui, ça c'est tout à fait faisable aussi. Okay. Donc, la chance que j'ai eue très rapidement, c'est que le livre a été conseillé ici en Belgique. Il y a quelques journalistes, donc Colette Brackman, qui sont très suivis, très lus, très respectés. Et j'ai eu la chance d'avoir une très belle critique, notamment de Colette Brackman, qui est une journaliste du journal Le Soir, et d'un journaliste du Vif l'Express, François-Jeanne Dauté. Et c'est grâce à ces 2 premiers articles que mon livre a été très rapidement remarqué. Mais bravo, hein? Mais bravo. Mais les efforts ont payé et merci de partager ça avec nous parce que je pense que ça va inspirer d'autres personnes qui éventuellement hésitaient à démarrer aussi côté auto-édition, qui se disent peut-être que voilà, l'auto-édition a une mauvaise image, mais bon, avec des exemples comme le vôtre, hein, et d'autres auteurs que j'ai reçus aussi dans le podcast. Moi, je pense que il y a de belles choses qu'on peut faire dans l'auto-édition. Oui. Il faut veiller. Moi, je pense que le plus important, c'est de veiller à la qualité, parce que si la qualité n'y est pas, on renforce la mauvaise réputation de l'auto-édition. Absolument. Et donc, il faut vraiment veiller sur cet aspect-là. Et puis, persévérer. Je pense que quand on veut auto-éditer, c'est parce qu'on a un esprit entrepreneur, on a un objectif. Donc, il faut vraiment... et puis, être bien entouré aussi. Moi, j'ai eu cette chance-là d'être très bien entourée par mes enfants et d'autres personnes. Des professionnels. Voilà. Et puis, il faut aussi des personnes qui sont... critiques, qui ne sont pas là pour dire que c'est très bien alors que ça ne l'est pas. Il faut vraiment des personnes qui sont très dures avec ce qu'on fait. Moi, je demandais, je voulais des critiques et à la moindre critique, je ne suis pas obligée de la prendre en compte, mais je veux qu'elle soit émise parce que je me rappelle que dans le livre, je mentionne le nom d'un médicament que prenait une personne il y a 40 ans. Donc, je me suis trompée dans le souvenir de l'écriture de ce médicament. C'est quelqu'un qui connaissait ce médicament-là parce que sa grand-mère le prenait, qui m'a dit ça s'écrit pas comme ça s'écrit comme ça. Excellent. C'est des petits détails, mais un médecin devrait lire parce que le lecteur lambda ne le sait peut-être pas, mais quelqu'un qui connaît. Tout à fait. Ce sont les différents niveaux de lecture que le livre doit traverser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la lecture de l'orthographe, la syntaxe, la grammaire et tout ça. Il faut aussi voir la cohérence, de l'époque, la cohérence comme vous avez pris l'exemple du médecin, et quand il y a des scènes qui se passent en milieu médical ou bien qui est du domaine médical, il faudrait que
un spécialiste du domaine lise pour voir si c'est cohérent, si c'est comme ça que les choses se passent dans la réalité. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs en auto-édition qui ne connaissent pas encore ce processus-là. Et votre témoignage est très important parce que ça permet à ceux qui n'ont pas encore franchi sauté le pas de voir l'ampleur du travail qu'il y a à faire. Non pas pour les ralentir, mais pour bien faire le travail. C'est très important. Un mauvais livre, il peut avoir le plus bel emballage du monde, il restera un mauvais livre. Donc la base, avant toute chose, c'est d'abord un livre de qualité. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc, on est arrivé au terme de notre échange. Il a été plus long que prévu, mais c'était très intéressant. Absolument. Mais moi, vous m'avez ravie parce que c'est la première fois, et c'est pour ça que j'étais un peu émue au départ. Oui. C'est la première fois que j'avais des réactions et des analyses aussi approfondies, un retour un peu plus... moins dans l'émotion, ce qui est très bien, mais un peu plus concret quand même pour me donner le feedback que j'attendais avec impatience. Donc c'est très bien. Moi j'ai beaucoup aimé, vraiment. C'est pas parce que j'échange avec vous aujourd'hui, mais je me suis dit j'ai failli passer à côté de ce livre, c'est incroyable. C'est très bien écrit. Et donc, il y a une chose que je voulais aussi vous dire. Ça m'inspire beaucoup votre parcours, surtout le fait que, en tant que femme, quand vous prenez votre retraite, vous n'arrêtez pas de vivre. Vous avez eu une envie, un rêve que vous avez poursuivi. Et pourquoi pas une seconde carrière qui commence avec l'écriture, parce que moi je vous conseille d'écrire. Franchement, vous le faites très bien. Donc moi je lirai volontiers un second livre, un troisième livre sans problème. Et j'ai été inspirée par cette envie de cette jeunesse là qui est en vous d'avoir des rêves, de ne pas se dire que je suis à la retraite, tout est fini. Moi, en tant que femme, ça me parle parce que je sais que c'est un passage que je traverserai aussi, et de voir ça me motive, ça m'encourage, et voilà, je tenais à vous le dire. Ah ben merci. mais je pense que c'est... Enfin, je voudrais dire, et justement aux personnes de mon âge qui prennent leur retraite et dont parfois je me dis, mais comment est-ce qu'on ne crée pas, on n'a pas d'autres projets, justement, c'est le moment de faire des choses qu'on n'a pas pu faire avant. Donc, une seconde jeunesse, et aussi un message pour les jeunes, pour leur dire que moi, je n'étais pas du tout dans le milieu, que j'ai eu un rêve, celui de faire un livre, et que ce rêve, je fais tout pour qu'il se réalise. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est juste une question de volonté. De courage. De courage, et c'est une manière... d'être toujours jeune, quel que soit l'âge qu'on a. Quand on démarre quelque chose, c'est une nouvelle vie et c'est une nouvelle jeunesse, oui. C'est parfait pour moi. Je n'aurais pas mieux terminé l'épisode. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Ce que je voudrais rajouter, c'est toujours au sujet du livre, l'inspiration, c'est quelque chose d'unique, et qu'on n'est pas là pour faire jouer les figurants dans le rêve des autres, mais on est là pour accomplir ses propres rêves et aller jusqu'au bout de tout ce qu'on entame. Et l'objectif, ce n'est pas d'atteindre la gloire, mais c'est d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui est positif pour soi et pour les gens qui sont autour de soi. Très bien. Voilà.
Merci beaucoup, Lilia Bongui. Je rappelle le titre de votre livre, Amsoria, qui s'écrit A-M-S-O-R-I-A. Donc, vous pouvez, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez commander le livre, vous avez tous les points de vente sur le site de l'auteur, sur le site de Lilia Bongui. Le site, c'est amsoria.com. Et vous pouvez aussi acheter le livre sur les plateformes de vente comme Amazon. Merci beaucoup, Lilia Bongui. Merci pour l'invitation. Merci. À bientôt. À bientôt, Assel. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.